Et on continue sur France Info. Merci Valentine. On vous retrouve à 13h de parler de la protection des lanceurs d'alerte dans la lutte contre le narcotrafic. Avec cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, les députés se penchent dessus cet après-midi. C'est à l'initiative des écologistes. On parlait du cas d'Amine Kessassi précisément, mais il n'est pas le seul à avoir besoin de cette protection judiciaire. Je vous propose d'écouter ce qu'en disait le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, il y a 2 jours sur notre antenne. Oui, je pense qu'il est très menacé, oui. Alors, il n'est pas le seul. Il y a aussi 15 magistrats qui aujourd'hui enquêtent sur le narcotrafic et qui sont protégés par la police, parfois leur famille. Donc la peur est importante. C'est pour ça que l'État doit être extrêmement ferme et que je porte les prisons de haute sécurité, le statut du repenti, la lutte contre le narcotrafic comme étant une menace qui est une menace de sécurité intérieure. Repenti dans un instant. Benjamin Camboulive, on était en train de parler des moyens nécessaires aussi pour protéger éventuellement ces magistrats, ces chercheurs aussi parfois qui enquêtent sur le trafic de drogue et qui peuvent être menacés. Tous ceux finalement qui veulent libérer la parole sur ce sujet. Vous nous disiez, Fabrice Risoli, quand on veut des moyens, on en trouve. Vous preniez l'exemple de Christiane Taubira. Est-ce que ça peut être efficace, évidemment, cette proposition de loi si elle est mise en œuvre et si les moyens, effectivement, sont là? C'est vrai qu'il y a déjà effectivement cette question des moyens qui, s'ils ne sont pas mis en cohérence avec les objectifs, ça rime à rien. On ne peut pas rajouter des missions sans rajouter d'effectifs. Mais même sans parler de moyens, effectivement, est-ce que ce texte peut amener quelque chose de plus, dans la mesure où il n'amène rien de neuf? Tout ce qui est proposé, tout ce qui est mis sur la table existe déjà. La seule nouveauté, c'est l'obligation légale, alors qu'on n'a pas d'effectifs pour aller faire cette mission supplémentaire. Qui pourrait dénoncer de nouveaux trafics de stupéfiants? Vous avez soit les trafiquants eux-mêmes, soit les gens lambda. Les trafiquants eux-mêmes, il y a déjà énormément, entre guillemets, de balance dans le milieu du stupéfiant. C'est-à-dire que les trafiquants vont se dénoncer les uns les autres parce que c'est leur intérêt de faire tomber donc les fameux repentis. Repentis, oui, ou tout simplement, vous êtes encore en activité de trafiquant, mais c'est quand même intéressant que le concurrent soit interpellé par la police. Ouais. Comme ça, vous avez le monopole des ventes sur tel ou tel secteur. Faire tomber son concurrent. Ces gens-là, ils le font actuellement, ils le feront demain, et c'est pas eux qui vont demander la protection de la police. Donc ça ne va pas changer grand-chose à ce niveau-là. Et pour ce qui est des gens lambda qui subissent le trafic de stupéfiants, qui le constatent, qu'est-ce qui les retient pour aller dénoncer le trafic? C'est la peur des représailles. Tout simplement. Ouais. Et est-ce que vraiment cette évolution législative va changer quelque chose à la peur? Moi, je pense qu'une évolution législative de ce type, ça ne change rien à la peur que ressentent les gens, ça ne change rien au manque d'effectifs. Donc, au final, on va continuer à fonctionner, comme je vous le disais, par un niveau. Pour vous, en fait, ça fonctionne tel que c'est actuellement. Il n'y a pas besoin de le changer. C'est pas que ça fonctionne, c'est qu'avant de changer, et c'est nécessaire de changer, mais il faut se demander si on peut aller au bout de ce que l'on propose et s'il y a les effectifs pour mettre en place ce que l'on propose par le biais de la loi. C'est ça la cohérence. Fabrice Risoli, vous êtes d'accord avec ça? Ça ne sera pas forcément efficace même si on y met les moyens? Le cadre juridique actuel est suffisant? Non, je pense que cette proposition de loi, on en a déjà parlé, elle fait redescendre au niveau local aussi une prise de décision qui est importante. J'entends monsieur le ministre, j'étais à l'Assemblée nationale ce matin, qui dit ça existe déjà par le biais de la préfecture, etc. Mais en réalité, Mehdi a été tué, donc c'est normal que la représentation nationale essaye de cadrer cette application. Les gens qui ont peur de parler, comme vous l'avez dit, Benjamin Camboulive, qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour qu'ils acceptent de parler sans crainte des représailles? Quel serait le niveau de protection judiciaire nécessaire, souhaitable? C'est vrai que c'est surtout un travail de fond. Hein. Là, on travaille vraiment sur la conséquence de tout cet enchevêtrement, de toute la perte de contrôle qu'on a sur le narcotrafic et sur la violence, la délinquance, la criminalité connexe qu'il emporte avec lui. Donc il y a un moment où il faut voir aussi les solutions de fond pour avoir une efficacité réelle et pour pouvoir, par ricochet, amener un climat. Mais ça, c'est dans un deuxième temps, dans l'urgence. Dans l'urgence, c'est déjà ce qui est fait aujourd'hui, c'est-à-dire une priorisation des gens que l'on va venir protéger. Mais effectivement, on pourrait toujours, et c'est louable, souhaiter avoir pour objectif de protéger plus de monde. Bien sûr que c'est louable, mais c'est pas faisable parce qu'il n'y a pas d'effectifs supplémentaires. Gérald Darmanin, dans cette loi sur le narcotrafic qu'il a portée en juin dernier, Audrey, vous en rappeliez les contours tout à l'heure, c'est vrai, il y a ce statut du repenti précisément. Oui, le statut de repenti, alors c'est issu de la loi Perben, c'était dans les années 2000, hein, où effectivement on a considéré qu'il fallait donner un statut particulier à ceux qui acceptaient de collaborer, donc issus du milieu criminel, mais qui acceptaient de collaborer avec la police, et ça passe par des réductions de peine, et donc avec la justice, vous avez raison, pardon, avec la justice, donc ça passe par des réductions de peine, ça passe par effectivement un blanchiment d'une partie en tout cas de ce qu'ils ont commis.
Vous avez l'air de... Non, c'est pas du blanchiment, dites pas ça. Il n'y a aucune impunité dans le statut de coopérateur de justice. Je rappelle qu'il ne faut pas les... Vous appelez ça coopérateur de justice? Oui, j'ai fait une tribune au Monde pour ça. Les repentis, on n'est pas à l'église, on leur demande pas du tout de se repentir. Et collaborateurs, il y a eu Vichy en France. Donc si on veut gagner la bataille des idées, il faut tout de suite oublier ça. Collaborer avec l'État, mais le fond est le même. Coopérateur, non, il ne s'est pas du tout blanchi. Les gens sont condamnés et ils font par exemple un tiers de la peine. Mais ça existe déjà dans le droit pénal. C'est pour ça que je disais une partie. Oui, non, mais pas blanchir. Le mot est terrible parce que ça voudrait dire qu'on fait disparaître. Oui. Exactement. Non, ils sont condamnés et ils font. Mais on minimise ils sortent de prison. Vous avez raison. Non, mais vous avez raison que, en fait, le problème. Blanchir, c'est faire disparaître. Vous touchez exactement du doigt la problématique. C'est-à-dire que. Jusqu'à quel niveau, effectivement, et puis surtout, ça n'est pas les accompagne. Par rapport à l'Italie, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à convaincre. Je crois qu'il y a à peine une cinquantaine de comment vous les appelez de coopérateurs de justice, coopérateurs de justice qui ont accepté, si vous voulez, ce statut-là. Oui. Ça ne marche pas. Et pourquoi? Oui, on ne proposait pas aux auteurs de crimes de sang d'être protégés. On parle du crime organisé, dont la violence est la première ressource, et dans tous les manuels de sociologie du crime organisé. Et en France, on a fait on va protéger le voleur de voiture. Donc, il a fallu 10 ans pour avoir un décret d'application. Il a fallu 10 ans de plus pour que, dans le cadre de la loi narcotrafic, on protège enfin les assassins, les auteurs de crimes de sang, pas contre l'impunité totale, voilà. Et donc on attend le décret d'application. Voilà. Je me suis laissé dire qu'il y avait des gens qui étaient dans les starting blocks, qui étaient prêts à être protégés pour la manifestation de la vérité. C'est ce qui peut expliquer que pour l'instant ils soient effectivement peu nombreux alors. Ils sont peu nombreux parce que c'est pas attractif, effectivement. Donc là maintenant, on changerait, ça serait une coopération. Et non pas une collaboration, parce que ce mot a été malencontreusement utilisé pour déterminer ce statut. Et effectivement, collabo, on prend bien le problème. Donc, coopération avec un donnant-donnant, un échange de bons procédés, avec des réductions de peine. Mais effectivement, ils iraient quand même en prison et ça ne disparaîtrait pas dans la nature. Mais vous comprenez bien que tout ce qui touche finalement à la culpabilité, à la détention, est extrêmement mal vu. Ouais. On voit bien, dès qu'on essaye d'aménager des prisons, on a une bronca et une levée de bouclier en disant on va quand même pas leur mettre la télé et on va quand même pas leur permettre d'avoir une vie décente en prison. Donc, on comprend bien que c'est un sujet extrêmement sensible et le législateur a du mal à faire passer l'idée, mais ça va changer parce qu'on est face à une telle problématique, à un tel fléau qu'il va bien falloir à un moment donné regarder dans les pays où ça marche et appliquer ce qui fonctionne. En tout cas, il y a cette proposition de loi donc pour davantage protéger les lanceurs d'alerte, encore une fois, qui est débattue aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a ce procès sur le narcotrafic aussi d'un jeune tueur à gage de 14 ans. Il s'est ouvert mardi. C'était en octobre 2024. Ça s'est passé à Marseille. Souvenez-vous, il avait froidement abattu un chauffeur VTC, Nessim Ramdan, père de 3 enfants à Marseille. Eh bien, Nathalie Pérez, notre collègue, a rencontré sa veuve. Marseille, le 4 octobre 2024. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Une voiture s'encastre dans la façade d'une école. À bord, Nessim Ramdan, un chauffeur VTC, père de famille, sans aucun lien avec la criminalité. Il vient d'être abattu par un tueur à gages d'à peine 14 ans. Un peu plus tôt, par téléphone, depuis sa cellule, un narcotrafiquant qui se revendique de la DZ Mafia confie un contrat à l'adolescent. C'est à bord du VTC qui devait l'emmener jusqu'à sa cible que les choses tournent mal. Le jeune tueur exécute le chauffeur de 2 balles dans la nuque. Toujours depuis sa cellule, le commanditaire, mécontent, appelle alors la police et dénonce l'adolescent. Jugé à huis clos, l'accusé en larmes raconte son enfance placée de foyer en foyer avec des parents tous deux incarcérés. Mais pour la veuve de la victime, le profil de l'accusé n'excuse rien. Nous l'avions rencontrée il y a quelques jours, incapable de retenir ses larmes. Elle a préféré nous lire une lettre préparée pour l'audience. J'ai besoin de voir ce mineur qui a ôté la vie de Nessim, non pas par haine, mais pour lui dire le mal irréparable qu'il a causé à mes enfants. Je suis terrorisée à l'idée du jour où ils comprendront réellement que leur père a été tué par un enfant à peine plus âgé qu'eux. Dans cette affaire, l'accusé encourt jusqu'à 20 ans de réclusion.
Voilà, il encourt 20 ans donc de réclusion. Nathalie Pérez nous le disait, ce jeune de 14 ans, il était en larmes. Il prend sans doute seulement conscience des conséquences de ses actes. Mohamed Ben Medour, justement, vous vous occupez d'un ami de ce jeune en tant que médiateur à Marseille. Et Nessim Ramdane, la victime, eh bien, c'était votre voisin. On parle de personnes, il faut bien le comprendre, qui vivent dans le même quartier, qui ont le même passé, le même passif, qui se côtoient au quotidien. Oui, effectivement, Nessim Ramdane, je veux lui rendre encore hommage aujourd'hui, parce que c'était mon voisin, je le croisais tous les jours. C'était un homme qui était toujours avec ses enfants ou sur les terrains de football, mais c'était un homme aussi qui ne se laissait pas faire et qui défendait sa famille, son honneur. Et malheureusement, il est mort dans ces conditions-là. Après le jeune, le fameux Alex, qui l'a assassiné froidement, oui, ce matin, j'évoquais encore son cas avec le jeune dont je m'occupe. Ils ont été ensemble, ils me racontaient qu'ils ont jobé, charbonné, vendu de la drogue sur un point stup dans le Vaucluse tous les deux. Ils me disaient, Mohamed, tu sais quoi, ce jeune, dans tous les cas, tu pouvais rien faire pour lui. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, sa maman, c'était la vendeuse, son papa, qui était toxicomane, c'était lui, le gérant du point stup. Il m'a dit, moi, je le connaissais à 12 ans, il consommait déjà du protoxyde d'azote. Oui, et son destin était scellé par le sort de ses parents. Son destin était scellé. Oui, exactement. Et information, en fait, je viens de l'apprendre, le parquet a requis 20 ans à l'encontre de ce jeune-là, donc la peine maximum. Et il me disait, c'est pas la peine, on peut rien faire. Puis, ce qui est intéressant sur le profil de ce Alex, c'est qu'en fait, c'est l'archétype même des défaillances de notre société. Parce qu'il y a eu un article, notamment de Mediapart ces derniers jours, qui l'a mis en évidence. Il y a eu des défaillances au niveau de l'aide sociale à l'enfance, au niveau de la PJJ, et ce jeune-là aurait dû être exfiltré de son environnement, et on aurait dû le placer très loin avec ce que je demande à l'heure actuelle et je travaille avec M. Pierre Gélardot, le sous-préfet de police de Marseille, sur ce sujet-là. Je demande ce qu'on fait pour justement le jeune Caïs que j'accompagne actuellement, un accompagnement renforcé. Merci beaucoup. Finalement, les exfiltrer de leur milieu, de leur quartier. Voilà, avec un accompagnement renforcé, c'est-à-dire au quotidien. Parce que ces jeunes-là, je les ai eus dans les mains. Ce sont des cocottes minutes, c'est de la nitroglycérine. Si on ne les suit pas au quotidien, ils peuvent malheureusement faire ce qu'ils ont fait, comme le cas d'Alex. Merci Mohamed Ben Medour pour votre témoignage. Merci d'être intervenu sur France Info. Quand on entend ça, on se dit quelles sont les solutions. Effectivement, c'est un problème complexe, le narcotrafic. On voit à quel point à Marseille gangrénée notamment dans les quartiers nord avec la DZ Mafia, qui est vraiment une économie parallèle dont on parle régulièrement. Que faire ? C'est-à-dire que tout ce qui vient d'être dit était vraiment très juste parce que ça nous montre, ça incarne les difficultés qu'on a avec cette deuxième génération de délinquants, voire de criminels. C'est-à-dire que papa, maman, pour le garçon, là, ils étaient tous les deux en prison pour trafic de stupéfiants au moment où c'est arrivé. Donc c'est effectivement un enchaînement de carences, à la fois sur l'éducation, mais aussi sur la scolarisation, qui nous amène à ça. Un gamin de 14 ans qui prend un contrat, à qui on donne une arme, qui prend voilà, on lui désigne sa cible, et puis il va se retrouver finalement à tuer un chauffeur VTC qui n'avait strictement rien demandé. Donc il faut pouvoir dissocier les éléments généraux et le cas particulier de ce jeune. Moi, je suis le premier à vous dire généralement que pour contrer l'ultraviolence juvénile, il faut préventif et répressif, il faut responsabiliser les parents, et il faut des ultra-courtes peines pour un choc carcéral pédagogique. Mais quels parents on responsabilise là, des trafiquants de drogue qui sont incarcérés? Et puis même les ultra-courtes peines, il a commis un homicide à 14 ans. Donc les premiers faits de violence et de délinquance le concernant... Il aurait fallu casser le cercle avant. Il y a de fortes chances. Ça, c'est l'intérêt des ultra-courtes peines. Mais dans ce cas, on n'aurait pas pu les appliquer. Ces premiers faits devaient remonter à avant ses 13 ans. Donc pas de responsabilité pénale, pas d'incarcération, pas d'ultra-courte peine pour lui. En fait, quand on en est là, c'est malheureux, mais la prison, c'est sa seule place. Et c'est ce qu'il y a de mieux pour lui, parce que c'est ça qui va lui permettre d'être structuré à minima dans le rôle pédagogique de la prison, qui va se substituer aux parents qui ont échoué, à l'aide sociale à l'enfance qu'il n'a pas suivie, et même à l'éducation nationale qu'il n'a pas formée. Parce que là, il ne les fera jamais, les 20 ans, que ce soit bien clair. Il va faire moins, il va sortir avant ses 30 ans, et ce qu'il faut, c'est qu'on ait réussi à le former pour le réinsérer. On avance quand même, Fabrice Risoli, sur ces questions, quand on le fait même d'en parler et de voir ces propositions de loi qui se suivent. Oui. Et alors j'en ai une autre. Vous voyez, on se focalise beaucoup sur l'auteur. Et c'est bien normal, il dit beaucoup de choses d'un 14 ans de notre société, de nos défaillances. Mais on dit aussi un peu sur les victimes, mais pas assez. À Crimalt, on défend un concept de victime dite innocente. Encore un mot pas encore partagé. Nassim, il devrait avoir une place à son nom. Les familles, plus tard, avec le temps, doivent venir témoigner à l'école
de ce qui s'est passé. Le ministre de l'Intérieur, le préfet, l'Éducation nationale et tout, chaque année doit commémorer la plaque Nassim. Vous voulez dire pour Soukaina, humaniser et qu'on se rappelle des vies qu'il y a derrière. Et oui, parce qu'on parle tout le temps des auteurs, et c'est bien normal, c'est ça le pénal, mais il faut revenir à centraliser les victimes. Et si on centralise sur les victimes, on est obligé de faire une hiérarchie dans les victimes. Je suis désolé. Il y a des gens dont on ne peut pas commémorer la mémoire. Ceux qui s'entretuent à la Kalachnikov, ce sont des victimes. Mais on ne peut pas leur mettre une plaque. Faire cette démarche de soutien, de ne pas les oublier, c'est créer une communauté autour des victimes et de montrer aux narcotrafiquants qu'on est nombreux contre eux. C'est ce qui se fait en Italie. Et c'est par exemple comme ça que nous emmenons la maman d'Amin Kessassi en Italie, célébrer, commémorer les 1000 victimes innocentes des mafias italiennes. Merci beaucoup Fabrice Risoli, Benjamin Camboulive d'avoir été avec nous pour en parler. Merci Audrey Goutard, on vous retrouve chaque jour évidemment sur France Info sur ces questions.